Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 28e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Avec cette dernière émission, nous concluons cette série américaine avec notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors cette semaine, on vous retrouve du côté de Cincinnati qui est la terre d'accueil de Procter & Gamble, l'inventeur du marketing moderne. C'est pas tellement high-tech, mais c'est quand même mérité d'être souligné. Oui, effectivement, on est à Cincinnati, donc derrière nous, là, vous pouvez voir le centre-ville downtown de Cincinnati. Et de chaque côté, il y a les deux stades, le stade de football qui est là et le stade de baseball juste là. Et juste derrière nous, enfin devant nous plus exactement, il y a le fleuve de l'Ohio et de l'autre côté, on est au Kentucky. Donc, et un peu plus loin par là-bas, c'est l'Indiana. Donc on est au croisement de trois États, l'Ohio ici, le Kentucky et l'Indiana. On revient sur les annonces estivales, avec notamment les annonces en matière de résultats financiers d'IBM. Oui, alors effectivement, IBM et Microsoft ont publié leurs résultats. Alors pour IBM, c'était les résultats trimestriels, et puis pour Microsoft, puisque son exercice est décalé, c'était son exercice fiscal qui est clôturé le 30 juin. Alors on va commencer par IBM. Donc pour IBM, c'est le 21e trimestre de baisse consécutive du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, une baisse assez importante, puisque ce trimestre-là, c'était une baisse de 5%. Donc les trimestres précédents, on arrivait quasiment à l'équilibre, et puis là, de nouveau, on est reparti à la baisse. Donc 21e trimestre, ça fait plus de 5 ans. On ne voit pas vraiment le bout du tunnel. Et donc, on ne voit pas arriver le rebond pour IBM. Alors, la problématique pour Big Blue est assez simple, hein, c'est que donc il y a des activités du futur qu'IBM a baptisées les initiatives stratégiques, donc Strategic Initiative en anglais, et qui donc, en gros, c'est le cloud, c'est tout ce qui est cognitif, technologie cognitive, dont principalement Watson. Et donc ces activités-là représentent pour ce trimestre 43% du chiffre d'affaires. Donc c'est en croissance importante. Ces activités-là sont en croissance, mais malheureusement elles ne sont pas suffisamment en croissance pour contrebalancer la diminution récurrente de tout le reste. Et c'est vraiment tout le reste, c'est-à-dire que le logiciel c'est en baisse. GBS, donc c'est tout ce qui est services non technologiques, donc services business sont en baisse. Les GTS, donc services technologiques, sont en baisse. Et le hardware? Et alors quant aux ventes de matériel, je dirais que n'en parlons pas, parce qu'on est à une baisse de 10%. Donc c'est quand même très important. Et donc le problème, c'est de savoir quand est-ce que cette dégradation, jusqu'à quand ça va continuer. Alors, à l'occasion de, juste après les annonces, IBM a également annoncé donc son Z14, donc c'est la nouvelle génération de mainframe qui sera disponible le trimestre qui vient de démarrer, donc ça devrait rebooster les ventes de matériel, mais ça ne sera évidemment pas suffisant pour relancer toute la dynamique d'IBM, puisqu'on sait que maintenant les ventes de matériel, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires. Malgré tout, l'annonce de ce mainframe Z14, c'est une annonce importante quand même. Donc ce Z14, c'est une annonce importante, hein, on sait, puisque c'est les mainframes, et on sait que les mainframes pour IBM, ça compte beaucoup. Pas seulement d'ailleurs pour les ventes de matériel en soi, mais pour toutes les ventes de logiciels et de services qui sont agrégés autour des mainframes, qui sont extrêmement importants. Donc pour IBM, c'est très, très important. Alors ce qui est à retenir dans cette annonce du Z14, qui est une machine, on pourrait dire, assez monstrueuse, c'est plus de 1000 bases de données NoSQL capables de supporter, 2 millions de conteneurs Docker, donc c'est très, évidemment, on voit bien l'importance de la machine. Ce qui est important à noter aussi, c'est qu'elle donne la possibilité de faire du chiffrement de bout en bout. Et ça, c'est également important pour, je dirais, tout ce qui est confidentialité et sécurisation des données, puisqu'on sait que de plus en plus, c'est le problème qui est posé. Et quand on sait que ces mainframes sont utilisés
notamment dans le domaine de la banque, on voit bien que c'est quelque chose d'important. Et pour conclure sur IBM? Et puis, dernière petite annonce qu'a faite IBM, l'ouverture de 4 nouveaux data centers donc pour son réseau Bluemix. Donc il y en a un au Royaume-Uni, donc c'est le 5e data center au Royaume-Uni, un en Australie, et puis dans la Silicon Valley. Alors d'ailleurs, c'est pas un en Angleterre, c'est 2 en Angleterre. Donc ça porte à 60 le nombre de data centers et donc ça permet à IBM de rester dans la course du cloud. Ça, c'était pour IBM. Du côté de chez Microsoft, évidemment, l'histoire est un peu plus souriante. Alors évidemment, pour Microsoft, la tonalité est assez différente. Les résultats sont bons. Microsoft, donc, on rappelle, c'est l'exercice annuel. Donc, on approche les 90 milliards de chiffre d'affaires. Donc, par rapport à IBM qui est en dessous des 80 milliards, on voit que Microsoft maintenant est relativement plus gros qu'IBM. Donc une hausse significative du chiffre d'affaires, une hausse encore plus significative de 7% des bénéfices. Et ça, c'était marqué par en fait des résultats trimestriels du 4e trimestre qui étaient particulièrement bons, en particulier grâce à un jeu d'écriture suite à l'affaire qui avait leur achat de Nokia et la dépréciation qui avait été intégrée dans le bilan. Pour Microsoft, c'est plutôt un bon résultat. Donc pour IBM, pour Microsoft, c'est un bon résultat. Et ça traduit également, je dirais, la dynamique qui est créée autour du cloud. Donc Microsoft est maintenant, on pourrait dire, le numéro 2 de tout ce qui est cloud. Et c'est un beau succès. Alors ça contrebalance un peu le gros échec dans le domaine des mobiles. Et on sait que Microsoft a annoncé récemment qu'il arrêtait le développement de son système d'exploitation pour les mobiles. Et donc cette annonce, en fait, elle intervient juste après l'annonce qui avait été faite également par Microsoft. Alors il y avait d'un côté une réorganisation, donc bon, ça on peut le comprendre parce que avec le cloud, on comprend bien que la vente des services dans le cloud n'est pas du tout la même que dans un réseau de distribution, donc c'est un peu différent et ça nécessite une certaine réorganisation. En revanche, le point noir qui était complémentaire à ça, c'est que Microsoft avait annoncé la suppression de 3 à 4 000 emplois, principalement pour tout ce qui est à l'international, qui représente environ 50 000 personnes, donc près de 8%, ce qui est quand même quelque chose de significatif. Alors l'autre annonce importante de l'été, même si finalement c'était un petit peu en catimini, c'est l'annonce par Adobe de l'arrêt futur de la technologie Flash, technologie qui a marqué évidemment les années 2000. Oui, alors c'est pas une grande surprise en soi parce que on se souvient que Steve Jobs en son temps avait défrayé la chronique en déclarant que ces produits, donc iPhone et iPad, ne supporteraient pas la technologie Flash. Bon, et à l'époque, ça avait fait grand bruit. Donc, je dirais que c'est la conclusion relativement logique qui est faite par Adobe. Une annonce d'ailleurs qui a été faite un peu en catimini sur un blog où Adobe annonçait que c'était la fin que l'éditeur annonçait la fin du support et de la distribution des technologies Flash pour 2020. Donc on voit que il faut que dans le domaine du logiciel, du développement du support, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Donc 2020, c'est bientôt, mais enfin on a encore 3 ans devant nous. C'est d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, une techno qu'Adobe avait trouvée dans la corbeille de la mariée Macromedia. L'histoire de Flash est pas nouvelle, hein, puisqu'en fait c'est une petite société qui s'appelle FutureWave qui avait développé un logiciel d'animation vectorielle. Donc ça c'était dans les années 93, au début du web. Et puis cette société avait été rachetée par Macromedia, donc en 1996, qui avait continué à développer et qui avait rebaptisé ce logiciel, qu'il avait rebaptisé Flash. Donc elle a développé un certain nombre de versions et c'est en 2005 que Adobe a racheté Macromedia et toutes les technologies associées à Macromedia. En particulier, il y avait donc Flash et puis Shockwave.
Et donc, bon, Adobe a continué à développer avec différentes versions, mais dans l'annonce qui a été faite sur son blog, en gros, l'idée, c'est de dire que maintenant, il y a un certain nombre de technologies, par exemple HTML5, WebGL ou WebAssembly, qui finalement permettent de faire en mieux et en plus propre, puisque Flash n'avait pas vraiment été développé pour ce qu'il est utilisé aujourd'hui, et de faire en mieux ce que Flash faisait. Donc, bon, c'est une conclusion relativement logique. Alors j'ai entendu parler d'un projet open source. Alors, il se trouve que quelques jours après l'annonce de Adobe, il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont constituées et sur GitHub qui ont en fait lancé une pétition pour faire en sorte que Flash soit ouvert, enfin soit donné en mode open source. Et à ce jour, Adobe n'a pas encore donné sa réponse, mais donc on suivra ça avec intérêt. Alors autre fait marquant de l'été qui finalement est un peu passé à la trappe, c'est l'annonce d'un contrat majeur entre Dassault Systèmes et Boeing. D'ailleurs, conforte la position du français en tant que leader du logiciel en France. Oui, on peut effectivement parler de méga contrats, même de contrat du siècle, si même il faut un peu faire attention à cette expression contrat du siècle qui est utilisée un peu à tort et à travers, mais en fait c'est un contrat que donc Dassault Systèmes pour sa plateforme 3D Experience a signé avec Boeing et c'est un contrat d'une valeur de 1 milliard de dollars. Donc, alors c'est 1 milliard de dollars étalé sur plusieurs années, hein, donc c'est vraisemblablement une dizaine d'années, avec un engagement pour Boeing sur une période un peu plus longue. Donc c'est quelque chose de significatif. Dassault Systèmes, c'est 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc on voit que 1 milliard de dollars, même si c'est sur 10 ans, ça fait 100 millions de dollars par an. Donc on voit que c'est pas si important que ça, mais enfin c'est quand même extrêmement significatif. Et donc ça nous ramène à ce dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est que Dassault Systèmes est vraiment l'éditeur français leader dans son domaine, et c'est quasiment le seul éditeur français qui est de classe mondiale, et ce contrat vient de le démontrer. Alors il sera utilisé, je dirais que sur toute la plateforme de conception, exploitation, des développements, ingénierie digitale de Boeing, et qui permettra, ben, on l'espère, de construire de meilleurs avions dans le futur. Enfin, puisque vous êtes aux États-Unis, on ne pouvait pas conclure sans évoquer son président Donald Trump, et puis particulièrement revenir sur ces annonces en matière d'emploi et d'high-tech. Alors, un petit point, où est-ce qu'on en est? Alors, on se souvient que dès le début de sa mandature, et même avant, quand il était juste président élu, Donald Trump, fidèle à son habitude, aujourd'hui, avait fait un certain nombre de tweets pour interpeller des entreprises. Il avait commencé avec les entreprises automobiles, donc en particulier General Motors et Ford, qu'il accusait de délocaliser, bon, à juste titre d'ailleurs, délocaliser des entreprises, et en particulier au Mexique, donc avait exercé une très forte pression. Et puis il y en avait un certain nombre d'autres sociétés, dont Apple, dont on sait que la fabrication est faite quasiment à l'étranger, et principalement chez Foxconn, donc le chinois Foxconn qui fait de l'assemblage. Et donc Tim Cook a annoncé qu'il allait construire 3 usines, ce que Donald Trump a traduit par dans ses tweets par 3 grosses usines, puisqu'il aime les répétitions, qui seront vraisemblablement construites aux États-Unis. Donc ça c'est une annonce. Maintenant, est-ce que ce sera suivi des faits? On verra. Parallèlement à ça, Foxconn lui-même aussi a également annoncé la construction d'une usine aux États-Unis. Donc on verra si c'est également suivi des faits. Donc je dirais que sur le papier, c'est une victoire pour Donald Trump. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que finalement ces usines qui vont être construites aux États-Unis, et d'ailleurs c'est vrai dans les mines de charbon, ne vont pas créer des milliers d'emplois, puisqu'en fait si Apple les crée aux États-Unis,
c'est qu'elles seront hautement automatisées et que donc il y aura une création relativement minimale d'emplois. On sait qu'on peut faire fonctionner des usines aujourd'hui complètes avec quelques dizaines de personnes. Donc c'est une annonce importante en termes de revenus, mais je dirais qu'en termes de création d'emplois, il ne faut peut-être pas s'attendre à des miracles. Parallèlement à ça, Apple, qui voulait se présenter comme un bon citoyen, a indiqué que malgré tout, dans la création de richesses, il faisait participer énormément de sous-traitants aux États-Unis, puisqu'il parle de 50 milliards de dollars d'activité pour les sous-traitants et de création de 2 millions d'emplois. Donc on voit que finalement c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a plus de choses à attendre que de la création d'usines d'assemblage final aux États-Unis. Eh bien, merci Guy pour ce panorama de l'actualité estivale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine, cette fois-ci dans nos locaux, pour une nouvelle saison d'Informatique News Hebdo, avec sûrement un nouvel invité. À très bientôt. Merci.